Looters and Arsonists, pillards et pyromanes. Voici les nouveaux archétypes de la jeunesse anglaise après 4 jours d'émeutes urbaines à Londres, Manchester ou Birmingham. Une jeunesse sans visage pour cause de hoodies, ces sweatshirts à capuche dont s'affublent les casseurs britanniques. Sont-ils en cela des épigones de Robin des Bois, des victimes de l'agonie du welfare state ou seulement des petits malfrats, des smicards du crime au pays où le SMIC horaire est fixé pour les jeunes à 4,5 livres, soit 5 €. Let's look, ou plutôt écoutons ce que nous dit cette anarchie à l'anglaise en compagnie du journaliste Charles Bremner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant en France du quotidien britannique The Times. À vos côtés, l'anthropologue français Alain Berthaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie à l'université de Paris 8 Saint-Denis. Charles Bremner, Martin Luther King a jadis déclaré « L'émeute est le langage de ceux qu'on n'écoute pas ». Mais alors que les émeutes ont cessé, les émeutiers ont-ils été entendus selon vous ? Je crois qu'ils ont été entendus, mais pour l'instant, l'heure est à la répression. Il y a surtout une espèce de vengeance qu'on sent en Angleterre vis-à-vis de ces émeutiers qui ont pris le pays par surprise. Il y a quand même une tentative de les comprendre, mais les explications sont diverses. Peut-être on va en parler. Il n'y a pas beaucoup d'accords parmi les sociologues, les experts et les hommes politiques. Et alors vous parlez de vengeance, Charles Bremner, c'est parce que l'autorité a tremblé ? Oui, vacillé. La force de ces émeutes a pris le pays par surprise. La police n'était pas prête. La Grande-Bretagne n'a pas de CRS ou de gendarmerie mobile comme la France. Il y a juste des bobbies qui sont entraînés un peu pour le maintien d'ordre et ils n'étaient pas du tout préparés. Oui, c'est une grande partie du débat aujourd'hui. On le voit notamment à la une du Herald Tribune de ce matin à nouveau, mais dans tous les médias. La police anglaise mise sur la sellette, on appelle même un super cop américain à la rescousse. On va en redire un mot, mais Alain Berthaud, pour rester sur cette question de l'écoute accordée aux émeutiers, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on utilise beaucoup les caméras de surveillance et leurs images aujourd'hui, des images qui sont muettes au lieu des policiers dans les rues. Il y a le plaidé coupable au tribunal. On sait que les tribunaux tournent à plein rendement et donc une absence de prise de parole de la part des émeutiers. C'est silence aux pauvres aujourd'hui en Angleterre ? Est-ce que c'est seulement en Angleterre ? Rappelez-vous 2005 en France, les commentateurs à l'époque n'ont pas manqué de souligner le silence des émeutiers et leur absence de revendication. Je ne connaissais pas cette phrase de Martin Luther King, je vous remercie de nous l'avoir apprise parce que je la partage complètement et je pense qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Si c'est le langage de ceux qui n'ont pas la parole, eh bien leur langage ce sont leurs actes et les écouter c'est essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu nous dire par leurs actes qu'ils ne peuvent pas nous dire autrement. On a parlé par exemple beaucoup du pillage. C'est vrai que c'est une dimension de l'émeute qui est relativement nouvelle. Moi, je les observe tous les matins dans le monde entier. J'en ai observé plus de 1000 en 2010 et plus de 1000 depuis le 1er janvier d'ailleurs. C'est vraiment un phénomène de notre temps. Mais là, on est arrivé, effectivement, ça a frappé l'Angleterre, ça a frappé le monde entier parce qu'on est arrivé à un niveau supérieur. Si on compare avec 2005, par exemple, 2005, les jeunes Français ont brûlé quelques voitures, quelques-unes, quelques écoles, mais il n'y a pas eu d'affrontement direct avec la police, ou très peu. En 2005, il y avait quand même quelques milliers de voitures brûlées. Quelques milliers de voitures brûlées, je vous l'accorde, mais il n'y a pas eu d'affrontement direct avec la police, ou très peu. Il n'y a pas eu de pillage, ou très peu. Donc il y a quelque chose qui s'est passé depuis. Il y a une aggravation visiblement de la situation et de l'exaspération de la jeunesse notamment dans le monde entier. Il me semble que c'est aussi à rechercher du côté de l'évolution de l'écart des revenus. Alors on va y revenir à tout cela, mais je voudrais qu'on dise encore un mot de ce discours, de ce silence, de cette absence de discours peut-être, Charles Bremner, puisque ça a plu à Alain Berthaud que je cite Luther King. Je vais citer tout de suite une poétesse américaine, Gwendolyn Elizabeth,
Charlotte qui a écrit un poème intitulé Boy Breaking Glass, le garçon qui casse une vitre, et elle lui fait dire à ce garçon: je créerai sinon une note, au moins un trou, et sinon une symphonie, au moins une profanation. Est-ce que vous pensez qu'entre le trou et la profanation, Charles Bremner, il y a de la place pour un discours organisé et audible de la part des émeutiers? Je crois que c'est assez difficile parce que les émeutiers en Angleterre sont des gens, comme vous avez dit, sans voix. Ils ne sont représentés par personne. Hein. Ils ne votent pas probablement. C'est les gens qui se sont détachés de la société, exclus, pour utiliser le cliché. Mais depuis pas mal de temps, en Grande-Bretagne, il y a eu cette underclass, comme on appelle. Cette partie du pays, c'est une minorité, mais des jeunes qui ont été exclus, pas seulement des minorités ethniques, mais des jeunes de la classe ouvrière blancs, les jeunes blancs. Et on a accepté qu'ils n'ont pas de rôle dans la société depuis assez longtemps. Et vous pensez qu'eux aussi l'ont accepté? Ils sont sans perspective d'organisation politique? Il n'y a pas vraiment d'organisation politique pour eux. Il y a des youth groups, community groups qu'on les appelle, qui ont été démantelés depuis une trentaine d'années. Donc les MJC, un peu l'équivalent des MJC en France, des maisons des jeunes? Oui, les maisons des jeunes qui n'ont pas beaucoup de crédibilité pour beaucoup de ces jeunes. Vous savez, il s'agit plutôt sans trop généraliser, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui passent la journée sur un canapé devant la télé ou avec leurs amis. C'est pas tous des dealers ou des gens. C'est pas peut-être comme en France, le stéréotype en France de l'émeutier qui est le petit dealer de la cité. Il faut se méfier des stéréotypes. Oui, c'est les stéréotypes. C'est aussi plus complexe, mais du coup, vous êtes d'accord, Charles Bremner, avec cette idée d'une violence récréative, comme on a pu le dire en Angleterre? Il y avait un côté, ça a étonné les gens quand on voit les jeunes, même avec un emploi, avec du travail, qui passent devant des centres commerciaux, qui voient les gens sortir avec des télévisions à écran plat, donc ils se servent aussi sans explication. Ils sont devant les juges maintenant depuis une semaine. Ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont agi comme ça. On voyait le témoignage, notamment dans le journal Le Monde, à Manchester, d'une jeune femme, une jeune fille amie, qui expliquait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était arrêtée pour du vol de nourriture et qu'elle ne s'attendait pas, en tout cas, à être arrêtée pour cela. Mais Alain Berthaud, il y a aussi une nouveauté. Vous parliez de la spécificité de ces émeutes anglaises très récentes de la semaine dernière. Il y a une nouveauté, semble-t-il, c'est que des riches ont été pris pour cible. Les émeutiers sont par exemple allés jusqu'au beau quartier de Notting Hill, où ils ont dévalisé les clients d'un restaurant étoilé au Michelin. Si on compare avec les émeutes de Los Angeles en 1992, où les émeutiers s'étaient arrêtés à la limite de Beverly Hills, ou peut-être même avec la France de 2005, à quoi tient cette particularité des récentes émeutes de Londres ? Alors c'est un mouvement qu'on observe quand même depuis quelques années. Les émeutes de 2008 en Grèce, qui ont duré 3 semaines, après la mort aussi d'un jeune, comme en France en 2005, ont eu lieu dans les centres-villes et ont d'ailleurs fait se retrouver dans les rues à la fois ces jeunes très pauvres qu'on trouve en Angleterre et les jeunes étudiants. Le mouvement lycéen en France en octobre, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, qui a été assez violent, a aussi touché les centres-villes. Rappelez-vous des scènes du centre de la ville de Lyon, de Dijon, etc. Donc on a quelque chose qui est en train de s'installer. C'est pour ça que je ne pense pas que ça soit une spécificité anglaise, mais que ça soit un moment qu'on est en train de vivre. Alors on a beaucoup parlé d'émeutes, shopping, etc. Moi je pense qu'il faut se rappeler que le pillage est une des dimensions très anciennes des soulèvements populaires et des émeutes, de l'Antiquité, sous l'Ancien Régime. Il se trouve qu'au XIXe et au XXe siècle, le mouvement ouvrier, les mouvements sociaux organisés en général, avaient marginalisé cette pratique. On la voit réapparaître, ça doit interroger le mouvement ouvrier, ça doit interroger la gauche. Charles Bremner, alors il y a une petite distinction à faire, par exemple. La figure du looter en Angleterre, justement au Royaume-Uni, de ce pillard, elle remonte à où ? Au Moyen-Âge, au moins. Si vous lisez Shakespeare, il y avait une crainte de la foule violent. Vous voyez dans les matchs de foot depuis longtemps, les Anglais sont extrêmement célèbres pour leur violence gratuite.
gratuite. Il y a ce courant dans la société britannique, anglaise, depuis des centaines d'années. C'est pour ça que quand j'entends en France que il y a une incompréhension, les Anglais sont très polis, ils ont beaucoup de sang-froid et flemme. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alain Berthaud ? J'ai une question à poser à Charles Blender, parce que moi, ce qui m'a frappé, mais est-ce que on en discute en Angleterre, c'est que ce n'est pas les premières scènes d'émeutes de l'année en Angleterre. Et il y a eu, au début de l'année, un mouvement étudiant qui a quand même mis à sac les locaux du Parti conservateur. Il y a eu au printemps notamment contre l'augmentation, une grosse manifestation contre l'austérité qui s'est terminée par ce qu'on a appelé la bataille de Trafalgar Square. Oui. Donc, est-ce que, bien sûr, ce sont des explosions de colère qui sont séparées, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes acteurs. Mais ça, c'était plutôt organisé pour des raisons politiques. Voilà. Il n'y avait pas de pillage, un petit peu. Il y avait beaucoup de casse. Il y a des références qui sont faites à ce mouvement des étudiants qui luttaient notamment contre l'augmentation des droits d'inscription dans les universités. Dans le contexte général, oui, de pression économique, financière sur le pays, oui. Mais il y a quand même une distinction là, entre les étudiants organisés de gauche et le free for all, comme on dit. En Angleterre. En Angleterre, mais dans d'autres pays, la jonction s'est faite déjà. Voilà. Ah oui, il faut que je parle là. How was I supposed to hold? You didn't tell me they dissolve. I didn't feel them in my hand. And now they're dripping on the sand. Why did I forget to buy? Nobody told me where to try. I didn't think to look behind. And now they're closing all the blinds. Why'd you laugh when I react? You didn't teach me how to act. Alors que nous écoutons le groupe britannique BBO et sa chanson More Excuses, on va parler justement des excuses, des justifications de ces émeutes anglaises. Pour revenir un peu sur les causes qui sont avancées aujourd'hui, Charles Bremner, on pouvait lire notamment dans Time Magazine de cette semaine, de la semaine passée, que le gouvernement britannique aurait dû voir venir les troubles en vertu notamment des indicateurs socio-économiques qui font de l'Angleterre le deuxième pays où la répartition des richesses est la plus inégalitaire en Europe. Est-ce que ces émeutes étaient une fatalité, selon vous, en Angleterre ? Je ne sais pas si c'est une fatalité, mais on voit l'explication. Une explication, là, depuis 40 ans maintenant, 30 ans, la différence entre les riches et les pauvres a augmenté énormément en Grande-Bretagne. Ça se passe ailleurs, en France aussi. Mais la Grande-Bretagne était la première pendant les années, à cause des années Thatcher, début des années 80. On a supprimé l'aide sociale et on a supprimé aussi baissé les impôts pour les riches. C'était l'époque où on encourageait le libéralisme, comme vous dites, sauvage. Et on l'appelle comment en Angleterre ? Free market. Libre, le marché libre. Mais on a l'impression que cet argument qui est celui des sociologues et d'autres personnes qui sont accusées justement de chercher des excuses aux émeutiers n'est pas retenu par le gouvernement qui dénonce une organisation criminelle, le rôle des gangs dans la violence. Est-ce qu'il y a un déni de la réalité de la part des autorités du gouvernement actuel ? Selon vous, Charles Bremner ? Il y a un réflexe d'abord comme je dis, ils mettent l'accent sur l'ordre et la criminalité. Tout le monde il y a beaucoup de monde qui est d'accord avec ça. Ça représente l'opinion publique pour l'instant. Les gens sont affolés. Mais derrière, oui, je crois qu'on accepte l'explication. On cherche beaucoup d'explications. On met le doigt sur l'écart de richesse et aussi sur la décomposition sociale, le fait que beaucoup de ces émeutiers ont été élevés dans les familles sans père, par exemple.
on met aussi, comme vous dites, hein, le doigt sur ce qu'on appelle les cuts, les coupures depuis 30 ans dans la dépense publique, qui a privé les écoles et les organisations de la communauté, comme on dit. Alors Alain Berthaud, est-ce qu'on peut dire ça pour la France? Parce que je sais qu'on a pu dire ça au moment des émeutes aux États-Unis, à Los Angeles en 1992. On a rappelé les années Reagan et la disparition des aides sociales et aussi la disparition des emplois avec les délocalisations en Californie vers le Mexique. Pour vous qui êtes attentif un peu à toutes ces émeutes urbaines à travers le monde. Il faut prendre la mesure de deux choses. La première, c'est que les inégalités de revenus et de fortune se sont considérablement aggravées, notamment dans les pays développés où le welfare state du XXe siècle avait réussi à les réduire. Donc l'État-providence. Et on est revenu, dans certains cas, à une situation d'il y a un siècle ou deux. C'est-à-dire qu'on revient à des écarts qui sont quasiment ceux de la fin du XVIIIe pour certains pays. Et ce, en l'espace d'une génération. C'est d'une violence extrême. Dans le même temps, on ne peut pas dire vraiment que le monde que nous vivons, avec les inquiétudes financières, les inquiétudes technologiques, etc., propose à sa jeunesse un avenir quel qu'il soit. Donc, on parle beaucoup des classes populaires, mais les acteurs des émeutes partout dans le monde sont d'abord des jeunes. Et de catégories sociales diverses, parfois séparées, parfois ensemble. Donc il faut prendre la mesure de ces deux choses qui sont une matrice qui prépare le terrain d'une émeute éventuelle à peu près partout dans le monde. Ce qui rend toujours surprenant le déclenchement, c'est qu'il faut qu'il y ait une situation qui fasse que cette exaspération latente, elle passe à une exaspération ouverte et que des centaines, voire des milliers de gens en même temps oublient d'un seul coup les risques qu'il y a, parce qu'il y a des risques physiques et judiciaires à passer à l'acte. Oui, alors ça, on le et voit là, il y a la mort d'un jeune. La mort d'un jeune, ça a provoqué 44 émeutes dans le monde en 2010. Ça en a provoqué une bonne petite quinzaine depuis le 1er janvier. Et je rappelle que c'est comme ça que ça a commencé en France en 2005. C'est comme ça que ça a commencé en Grèce en 2008. C'est comme ça que ça a commencé en Tunisie le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid. C'était pas directement une bavure policière, mais enfin, le suicide de Mohamed Bouazizi, il était lié aux actes de la police. Donc il y a une matrice générale, et puis il y a des situations qui créent les émeutes. C'est pas la seule, la mort d'un jeune, mais c'est une des plus récurrentes et une des plus dramatiques. Alors il y a un autre épisode de l'histoire de France, cette fois-ci Charles Bremner, où la police a pu être confrontée à la jeunesse. C'était en mai 68 dans les rues de Paris notamment, et on avait pu entendre à l'époque le slogan « On achète ton bonheur, vole-le ». Et on constate qu'aujourd'hui, les émeutiers anglais ont pris pour cible les magasins, ils ont volé des objets de consommation. Est-ce qu'il s'agissait, selon vous, de voler le bonheur ? Oui, il y a une grosse différence, n'est-ce pas, entre 68 et maintenant. 68, c'était les 30 glorieuses. Les Français étaient assez confortables, relativement. Et en plus, on professait un certain mépris pour la société de consommation. C'était une provocation, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une fascination et que c'est le but définitif de ces émeutiers. 68, c'était les privilégiés, un peu, les étudiants qui faisaient les émeutes. Maintenant, c'est les laissés pour compte qui ne comprennent pas pourquoi les députés conservateurs, députés parlementaires, puissent exiger tricher leur note de frais pour acheter des choses incroyables aux frais du contribuable, et ces pauvres n'ont pas la même chose. Donc il y a un sentiment d'entitlement, je ne sais pas exactement dire ça en français, ils veulent leur dû. Ils pensent qu'il y avait des gens qui volaient la semaine dernière, qui expliquaient qu'ils se faisaient rembourser leurs impôts. Et Alain Berthaud, justement, Nick Clegg, au gouvernement avec David Cameron, le libéral-démocrate Nick Clegg, a pu parler de violence gratuite. Est-ce qu'il pouvait mieux dire ? On peut difficilement mieux dire son incompréhension totale de ce qu'on a sous les yeux. La violence, elle n'est jamais gratuite. Il y a toujours quelque chose derrière. Non, mais dans le sens où Charles Bremner, si on est un peu retors et qu'on pense que, en effet, cette jeunesse considérait qu'elle voulait récupérer son dû. Je parlais des inégalités sociales tout à l'heure. Ce qui est totalement nouveau par rapport aux inégalités sociales vers lesquelles on revient, c'est qu'elles s'affichent.
Voilà, elle s'affiche partout, elle s'affiche matériellement dans les rues, elle s'affiche sur les écrans, elle s'affiche sur Internet. Et elle s'affiche de façon ostentatoire et sans complexe, parce que c'est la mesure de toute chose, la richesse aujourd'hui. Plus en Grande-Bretagne qu'ailleurs en Europe. Mais alors, à cet égard, Charles Bremner, tout à l'heure, Alain Berthaud nous parlait d'un retour en arrière peut-être de 2 siècles. Alors on pense, je ne sais pas, à Dickens. Certains aujourd'hui en Angleterre parlent de l'ère victorienne. Est-ce que pour vous, on revient, il y a une régression? Il y a un petit sentiment de ça, oui, j'y pensais. Il y a des quartiers de Londres maintenant qui ressemblent peut-être un peu au quartier de Londres au milieu du 19e siècle, fin du 19e siècle. Il y a surtout cet énorme contraste entre les riches et les pauvres dans le même quartier. Parfois, vous avez cité Notting Hill, c'est un quartier très chic, très, très luxe, mais tout proche, il y a les HLM et des cités. C'est un peu ça l'explication de la présence des émeutiers dans les quartiers bourgeois. Oui, c'est une question de géographie urbaine, là, avec les fameuses inner cities, c'est-à-dire ces quartiers populaires à l'intérieur des quartiers ou à proximité immédiate des quartiers plus bourgeois. Et même si vous regardez la carte, c'est très intéressant, du 19e siècle, de Londres, il y avait une mixité incroyable. À l'époque, les très riches dans une rue et les très pauvres dans la rue à côté. Mais alors, il y avait déjà des violences, une grande violence comme ça, sociale, voire des émeutes dans le Londres que vous décrivez, Charles Bremner? Plutôt au même moment qu'en France ailleurs, et en 1848.